Et j'accueille Arnaud Benedetti. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Alexandre Ouizy, bonsoir. Vous êtes sénateur, Parti socialiste de l'Oise. Est-ce que le groupe vit bien Est-ce que le groupe vit bien, Arnaud? Mais comment pouvait-il en être autrement, finalement? Ça ne vous étonne pas, finalement, qu'il y ait des divisions, non, pas vraiment, parce que si vous voulez, des coalitions, il y a différentes formes de coalitions, mais cette coalition, aujourd'hui, gouvernementale, c'est une coalition qui est imposée par les circonstances. C'est pas une coalition qui a été préparée. On a eu des coalitions sous la Ve République. Après tout, la gauche plurielle, entre 97 et 2002, sous Lionel Jospin, c'était une coalition. Mais là, en l'occurrence, c'est une coalition, en effet, qui est issue d'élections législatives totalement improbables, et où, finalement, les adversaires d'hier, qui étaient encore adversaires il y a, faut-il le rappeler, il y a 2 mois, il y a 3 mois, sont contraints de gouverner ensemble. Donc, il n'est pas vraiment surprenant qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de couacs qui apparaissent au grand jour sur de nombreux sujets. Alors, sur le budget, sur les questions régaliennes. Alors, est-ce que tout ça va parvenir à se régler avec le temps? C'est la seule question que l'on peut vraiment se poser, sachant que c'est extrêmement compliqué compte tenu d'une situation parlementaire qui, là aussi, est tout à fait exceptionnelle sous la Ve République, puisque pour la première fois, nous avons un gouvernement qui est minoritaire et que vous avez des opposants qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc tout ça fait que l'équation est quand même particulièrement complexe. Alors pour rester sur le gaz, Alexandre Ouizy, quel regard vous portez sur une ministre qui dit il faut relever les taxes sur le gaz, et puis un ministre le lendemain qui dit non, il ne faut pas. Vous portez quoi comme regard sur ces divisions, ces sons de cloche un peu différents au sein du même gouvernement? Écoutez, sur le gaz, la question, elle porte sur finalement un périmètre qui est assez limité, qui est celui de l'augmentation de la TVA, qui porte sur 200 millions d'euros par an. En revanche, ce qu'on peut dire déjà, quoi qu'il arrive, c'est que sur l'électricité, le montant est considérable puisqu'on parle de 6,8 milliards d'euros par an. Donc après, qui est la question du gaz, en effet, moi je suis comme vous, en fait, je les regarde se débattre les uns avec les autres et j'essaie de comprendre où est la vérité. Ça vous étonne, ça vous donne quoi comme image? Mais en fait, si vous voulez, les choses elles sont assez justes. Ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un choix de méthode du président de la République. Le choix de méthode que nous, on proposait, c'est de dire, on proposait Lucie Castet, mais quoi qu'il arrive, nommer vite un Premier ministre qui avait le temps de fabriquer un accord sur quelque chose. En fait, là, le Premier ministre, il a été nommé juste avant le moment budgétaire, il arrive, ils ont eu le temps de discuter sur rien, donc ils se retrouvent dans une coalition qu'un ensemble, et puis bah voilà, en fait c'est sur le tas qu'ils discutent les choses, et on voit bien qu'ils sont pas d'accord, que les macronistes n'abdiquent pas leur politique économique alors qu'elle a mené le pays là où il est aujourd'hui, que voilà, on voit les problèmes se poser en fait devant tout le monde, parce que rien n'a été fait avant, alors qu'il fallait nommer très vite un Premier ministre, lui donner le temps de construire sa coalition, et c'est pas du tout le choix qui a été fait. Et je pense que le président de la République est vraiment en cause sur la situation qu'on connaît aujourd'hui. François, je pense aux téléspectateurs qui nous regardent. Ça donne quoi comme image? Eh bien, ça donne en étant poli, ça donne une image de bazar et de cacophonie, d'incompréhension. En termes plus précis peut-être, ça donne l'image d'une hybridation dans l'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation qui associe des macronistes avec des LR, et puis il y a un gouvernement. Et ce qu'on découvre pas à pas, c'est que ce gouvernement est une hybridation dans cette grande hybridation, c'est-à-dire qu'il faut faire tenir ensemble des ministres qui, en effet, ne l'avaient pas nécessairement voulu de toute éternité, dans une majorité parlementaire elle-même un peu cacophonique. Et puis vous ajoutez à ça, parce que là vous parliez d'Agnès Pannier-Runacher, la question du climat, c'est-à-dire le point c'est encore autre chose, si je puis me permettre, pour essayer de simplifier. Le point qu'évoquait Agnès Pannier-Runacher est la question de la fiscalité sur les enjeux climatiques pour, d'une certaine manière, aller mieux pour la planète, avec la question en effet de la fiscalité du gaz, du prix du gaz. Ça a été contesté pour des raisons financières. Donc, on voit qu'on a à la fois, au fond, un attelage à tenir, qui est un attelage macroniste LR, pour faire simple, et puis des enjeux de politique publique qui existaient déjà par le passé, mais qui sont aussi très sensibles en termes d'opinion. Donc, on a un cumul d'attelages qui... pour l'instant, tient, mais en effet, je rejoins le point que vous évoquez, on ne sait pas jusqu'à quand il va pouvoir tenir. Albert, un gouvernement avec autant de divisions, c'est un gouvernement fragile, fragilisé ? Pour le moins, oui. On a connu des gouvernements qui faisaient des couacs à répétition, de Hollande et même d'Emmanuel Macron. Hein. Il y a eu des gouvernements avec beaucoup de couacs. Mais moi, je suis pas sûr que le temps, si le Premier ministre avait été nommé dès juillet et s'était donné 1 mois ou 2 pour faire une coalition, on en serait, je pense, arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire un attelage compliqué avec des gens qui n'avaient pas grand-chose à
à voir ensemble. Vous avez des macronistes de gauche, vous avez des macronistes plutôt de droite, vous avez des gens de droite, vous avez des gens qui sont encore un peu plus à droite, et tout ça forme un gouvernement, et puis quelques gens qui sont ailleurs, et ça forme un gouvernement un peu hétéroclite, même si la matrice générale est plutôt de droite quand même malgré tout, et donc ça fait un assemblage hétéroclite, je me répète, et qui donne l'impression effectivement que on ne sait pas toujours où ça va. Et puis quand vous avez des ministres qui se contredisent entre eux, qui un jour dit blanc, un jour dit noir sur le gaz, sur la sécurité, sur ça l'affiche mal. Hein. Pour les Français, on a attendu presque 2 mois pour avoir un gouvernement. On a vu que la situation politique est compliquée, avec un Premier ministre qui a une majorité minoritaire. Chaque groupe met des lignes rouges, chaque parti met des lignes rouges, et on le voit bien aujourd'hui dans la constitution et la présentation du budget que ça va être pas facile du tout, que ça va être une véritable épreuve. Je ne sais même pas si le gouvernement arrivera à faire passer son budget, chacun mettant des choses trappes un peu partout et avec des exigences, et donc ça donne l'image d'un gouvernement qui est plutôt compliqué, et puis vous avez, si vous rajoutez à ça des décisions qui semblent un peu bizarres. Vous avez par exemple l'AME qui augmente. La France n'a jamais été aussi à droite. Vous avez un gouvernement dont la matrice est plutôt à droite, et dont on sait très bien que dans cette partie de l'échiquier, l'AME sort un point symbolique, et là tout d'un coup on s'aperçoit que l'AME va augmenter. Donc alors, ça va être, sur le budget, je rappelle qu'il a été présenté jeudi au Conseil des ministres. Je voudrais qu'on regarde ensemble avec Alexandre Loisy, Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances, qui veut rebâtir ce budget. Le budget sera profondément remanié. C'est l'objectif à gauche de changer complètement la copie du Premier ministre ? Évidemment, si vous voulez, déjà le budget sera profondément remanié parce que la vérité du pouvoir, on l'a dit les uns et les autres, est à l'Assemblée nationale. En fait, le pouvoir n'est pas au gouvernement, il n'y a pas de majorité, donc la réalité du pouvoir sur ce budget est à l'Assemblée nationale. Et nous, que disons-nous depuis un moment ? Enfin, on répète des choses assez simples, c'est que ce qui nous a amené ici ne peut pas nous amener plus loin. Et donc, si on continue la politique économique du gouvernement, on continuera à être dans une forme d'échec et d'erreur. Qu'est-ce que c'est que cette politique économique, finalement ? C'est des baisses d'impôts qui devaient stimuler la croissance économique et donc la croissance ramener des recettes publiques et donc un espèce de cercle vertueux qu'ils appelaient le ruissellement qui devait permettre donc que les finances publiques, la croissance, tout ça baissait. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ? Il y a le taux de pauvreté le plus haut de l'histoire du pays. Vous avez un déficit jumeau des comptes publics et un déficit de la balance extérieure. Vous avez un taux de chômage qui, c'est vrai, a baissé, mais autant que dans le reste de l'Union européenne et avec 1 million d'emplois subventionnés dans l'apprentissage. Donc en fait, et puis vous avez des comptes publics que vous connaissez, 5,2, puis 6,1, puis finalement 6,3 ou 6,7% de déficit. Donc le bilan économique, il est mauvais. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On a essayé de proposer quelque chose qui permettait quoi ? Qui permettait à la fois de préserver la croissance et d'avoir le maximum de justice fiscale. On a présenté un plan sur les recettes de 49 milliards où on va chercher les recettes là où cela abîme le moins la croissance. Voilà ce qu'on essaye de faire. Donc quand ça va arriver pour moi au Sénat, pour mes collègues à l'Assemblée, c'est ça qu'on va essayer de reconstruire pour que ça fonctionne. Arnaud Benedetti, finalement, qu'est-ce qui pourrait rester du budget qui nous a été présenté jeudi ? Nous verrons bien, mais si vous voulez, c'est certainement la discussion budgétaire la plus difficile de la Ve République, en l'occurrence. Parce que vous avez raison, le pouvoir est passé du côté de l'Assemblée, mais en même temps, la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée. Donc on ne sait pas ce qui peut sortir véritablement de ces discussions, en l'occurrence. L'enjeu, évidemment, pour Michel Barnier, c'est de pouvoir faire adopter ce budget. Alors, il va certainement, à un moment donné, compte tenu de la situation parlementaire, être obligé de faire des concessions. On va voir à qui il fera ces concessions, en l'occurrence. Mais la grande difficulté, quand même, pour lui, c'est d'abord, je vois pas d'ailleurs comment il peut ne pas faire adopter ce budget sans recourir au 49.3. Ça, c'est la première question. Et ensuite, la vraie question, ça sera quand même l'attitude, qu'on le veuille ou non, de ceux qui ont le plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ceux qui sont sur la droite
droite du gouvernement, c'est-à-dire le Rassemblement national. Tout dépend aujourd'hui du Rassemblement national. Jusqu'à quand le Rassemblement national va décider finalement de ne pas abaisser son bras et de joindre ses voix à une éventuelle motion de censure qui serait déposée par le nouveau Front populaire. Le Rassemblement national, jusqu'à présent, a eu une attitude qui est une attitude où il souffle et il continue à souffler le chaud et le froid. En l'occurrence, il donne plutôt le sentiment, il donnait le sentiment il y a encore quelques jours, quelques semaines, que ils iraient vraisemblablement dans le sens d'une sorte de neutralité qui permettrait finalement à Michel Barnier de pouvoir faire adopter ce budget. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins sûr, en l'occurrence. Ils doivent faire une proposition de contre-budget, c'est ce qu'ils annoncent. Qu'est-ce que va faire Michel Barnier par rapport à cette proposition de contre-budget? Est-ce qu'il va envoyer des signaux en direction du Rassemblement national? Mais il faut qu'il fasse très attention, parce que il sait très bien que sa coalition, le problème c'est qu'il a une coalition, on en parlait encore tout à l'heure, mais cette coalition est quand même extrêmement hétérogène, elle est extrêmement nuancée. Jusqu'où il peut donner des signaux en direction du Rassemblement national sans mettre en péril cette coalition? Donc ça, c'est une question à laquelle il est confronté. Mais aujourd'hui, en effet, le vrai sujet, encore une fois, c'est de savoir si il peut y aller, je veux dire, en espérant que, disons, un consensus se dégage et qu'il arrive finalement à faire passer son budget, ce qui n'est pas du tout sûr à ce stade. On suivra tout ça, bien sûr. Je voudrais qu'on parle d'une annonce du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement qui a annoncé une nouvelle loi immigration, loi qui promet des débats houleux à l'Assemblée nationale là aussi. L'annonce a été faite ce midi sur BFM TV par la porte-parole du gouvernement. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et je me permets de prendre quelques minutes pour les expliquer. À quelle échéance? Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administratifs. Pour le faire, on a besoin d'une loi. Ça passe par du législatif, c'est pas du réglementaire. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025. Et on ne s'interdit pas, au sein de ces propositions législatives, d'y mettre d'autres dispositions qui, encore une fois, nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français. Alexandre Louisy, on parlait de signal envoyé au Rassemblement national. Est-ce que là, on est sur un cadeau fait au RN? Je crois que les choses, elles sont assez claires. En fait, ils sont en train d'ouvrir une deuxième table de négociation. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, les choses sont difficiles sur le budget. Mercredi, le Rassemblement national propose un contre-budget. Eux-mêmes, voyant quand même la mise à contribution des classes populaires et moyennes, ont quand même si en général ils se débrouillent pour masquer tout ça, eux-mêmes sont en difficulté. Et donc, ils élargissent la table des négociations. Et puis faire miroiter au Rassemblement national une nouvelle loi immigration en janvier. Janvier, c'est juste après décembre, donc c'est juste après le budget. Donc si vous voulez, pour moi, le gouvernement, en effet, contre la logique du vote, je le rappelle quand même, ce vote était un vote de Front républicain, contre la logique du vote, est en train de faire, entre guillemets, une négociation élargie où il mettra aussi des éléments de la loi immigration dans son débat parce qu'il voit qu'il ne s'en sort pas sur la pure question budgétaire. Voilà, moi, comment je lis ce qui est en train de se passer. Et pour tout dire, je trouve ça assez dégueulasse, pour dire les choses simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce que disait il y a... Allez, on est le combien? On est peut-être le 15 octobre. Le 13. On est le 13, très bien. Ce qu'il disait il y a 10 jours, le Premier ministre. Le Premier ministre Michel Barnier semblait écarter l'hypothèse d'une nouvelle loi immigration dans un délai aussi proche. Oui. Sur France 2, le Premier ministre avait dit « On vient de légiférer, on va appliquer les règles, il y aura des progrès possibles, mais dans le cadre de la loi actuelle ». Qu'est-ce qui s'est passé, Albert? Moi, je crois qu'il y a la volonté de montrer aux Français qu'il y a un gouvernement qui gouverne et qui répond à l'aspiration d'une majorité des Français. Je rappelle que dans les études d'opinion, mais François Marty le dira mieux que moi, la lutte contre l'immigration, ça regroupe entre 70 et 80% des Français, et quel que soit c'est transpartisan. Donc il y a la dernière loi qui avait été votée, a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Il y a une volonté de montrer que le gouvernement est aux affaires. Quand on ne peut pas faire tout ce qu'on veut
sur le budget, effectivement, on peut montrer qu'on peut faire des choses aussi, puisque ce gouvernement a été aussi formé pour répondre à ces aspirations-là. Il y a aussi la volonté de lutter contre une immigration qui déborde et pour plus de sécurité. Donc, je pense que la volonté de Michel Barnier, c'est de montrer que il est vraiment aux affaires. Alors, ça peut bouger entre 10 jours, effectivement. Et après, il y a des négociations politiques. Hein, c'est des échanges. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, François, est-ce que les Français attendent effectivement des mesures plus dures en termes d'immigration ? Écoutez, je crois on a beaucoup parlé de tensions actuelles et du contexte un peu chaotique. Voilà que là, il y a une opportunité d'alignement. Alors, alignement entre le gouvernement, des parlementaires qui soutiennent ou ne censurent pas, si c'est le cas du Rassemblement national, et en effet, l'opinion publique. Alors, sur la précédente loi immigration, on avait 70% de soutien, ce qui est rarissime, hein, rarissime. Ouais. Voilà. Et là, sur des hypothèses actuelles, on n'est pas loin de tout ça. Sur la plupart des réformes, je vous fais grâce du détail à cette heure tardive de tous les chiffres. Enfin, sur la plupart des contenus de la réforme, on est à plus de 70% d'adhésion. Parce que c'est très concret. Ce qui est très intéressant sur ces questions d'immigration, si vous parlez d'immigration de manière générale, ça crée du malaise, ça crispe, etc. Si vous parlez de choses beaucoup plus concrètes, par exemple, l'attribution d'un titre de séjour à des personnes d'origine étrangère en situation irrégulière pour des raisons économiques, ce point-là, il est souligné, c'est un sondage, et là par 76%, il est souhaité par 76% des Français. On n'est pas en train de dire faut-il accroître l'immigration pour l'économie française. Ça peut. Mais si vous abordez des points précis, ça peut fonctionner. Voilà. Et là, le gouvernement, en effet, a la possibilité d'avoir un package de mesures qui sont populaires. Et puis souvenons-nous, il y avait eu la censure quand même du Conseil constitutionnel en fin d'année dernière. Un tiers des mesures de la précédente loi avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. Ça avait fait débat. Des gens avaient dit c'est un coup d'État démocratique. D'autres ont dit ça n'est pas normal. Ça n'est pas ça la démocratie. Bon, donc là le gouvernement a l'air de dire ne vous inquiétez pas, c'était pour des questions de forme que le Conseil constitutionnel a censuré tout ça. Il est possible de représenter une nouvelle copie au Conseil constitutionnel. Donc les planètes sont alignées et dans le brouillard que nous évoquions au début de cette émission, voilà qu'émerge une possibilité d'alignement. Arnaud, on a parlé de pression externe, le Rassemblement national, l'opinion publique. Est-ce qu'il y a aussi une pression interne peut-être d'un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est lui partisan d'une ligne dure sur l'immigration ? Oui, clairement. Bon, si vous voulez, Retailleau, c'est le marqueur vraiment de l'aile la plus à droite de ce gouvernement et justement c'est le marqueur qui est censé être en phase avec l'opinion publique sur cette question-là. Et clairement, toute la communication du nouveau ministre de l'Intérieur va dans ce sens depuis qu'il est entré en fonction place Beauvau. Mais il y a deux choses dont il faut prendre compte. Il faut se souvenir de la réponse de Marine Le Pen au discours de politique générale, à la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Et il y a un point extrêmement important dans le discours de Marine Le Pen, c'est qu'elle, justement, elle dit dans ce discours qu'elle souhaite qu'il y ait une nouvelle loi relative à l'immigration qui soit présentée à l'Assemblée nationale dans le premier trimestre 2025. Donc de ce point de vue-là, les propos de la porte-parole, qui en effet semblent un peu contradictoires avec les propos du Premier ministre il y a 10 jours, semblent aller dans le sens de la volonté exprimée par Marine Le Pen. Mais il y a quand même un sujet fondamental, c'est de savoir si vous voulez, sur ce sujet de l'immigration, le ministre de l'Intérieur a les moyens, notamment les moyens juridiques, de sa politique. Vous l'avez très justement rappelé. Le problème, c'est que les principales dispositions que réclame d'ailleurs Marine Le Pen, c'est-à-dire le rétablissement des dispositions qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, soient réintégrées dans un nouveau projet de loi. Je vous propose qu'on les regarde. On ne voit pas les raisons pour lesquelles aujourd'hui le Conseil constitutionnel, qui a censuré hier, ne censurerait pas aujourd'hui, sauf en effet des transformations qui soient des transformations d'ordre juridique, mais qui nécessitent beaucoup plus de marge politique que celle que possède ce gouvernement aujourd'hui. On va regarder ces pans du texte qui avaient été censurés, les quotas migratoires fixés par le Parlement, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, une caution de retour pour les étudiants étrangers, des mesures de restriction du regroupement familial et des mesures restreignant le droit du sol. On a une question de téléspectateur, Dominique, qui se pose la même question que nous ici. La nouvelle loi sur l'immigration ne risque-t-elle pas d'être de nouveau retoquée par le Conseil constitutionnel ? Peut-être. Alors, si c'est simplement un problème technique
de cavalier législatif et pour laquelle le Conseil constitutionnel avait censuré la loi en représentant une nouvelle loi, ça peut peut-être passer. Mais vous avez ce qui était très étonnant dans cette loi immigration, c'est que le gouvernement, donc c'était un gouvernement macroniste et avec une presque majorité absolue macroniste, et dont le président avait réclamé quasiment que le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi. Donc ça faisait partie de cette bizarrerie de gouvernance de Macron avant la dissolution où on faisait déjà du en même temps. Ou encore du en même temps. Merci beaucoup Albert, il nous reste vraiment 30 secondes, 20 secondes Alexandre Loisy. Oui, moi juste pour vous dire, je crois que ça fait aussi système avec les propos de Bruno Retailleau, qui est, vous l'avez dit, en fait, le seul homme politique de ce gouvernement et le seul politique très à droite de ce gouvernement. Et en fait, ses propos sur l'état de droit, ils sont assez clairs. En fait, je crois aussi que, en allant faire une nouvelle loi immigration, il veut, ce qui est, je le connais un peu parce qu'il était au Sénat avec moi, son obsession est de dire qu'il faut une réforme constitutionnelle parce que il peut pas faire tout ce qu'il veut. Et donc, en allant à nouveau à la butée constitutionnelle, il veut encore faire la démonstration qu'il faut changer les textes fondamentaux. Et les textes fondamentaux, c'est l'état de droit. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.